Le 19 mars 1962, à midi, le cessez-le-feu entrait en vigueur sur l'ensemble du territoire algérien. 92 mois de guerre prenaient fin. Mais personne ce jour-là ne savait vraiment comment nommer ce qui venait de se passer. La France appelait ça des événements. L'Algérie appelait ça une révolution. L'histoire, elle, mettra des décennies à trouver les mots justes. Benjamin Stora est un historien franco-algérien. Il a grandi en Algérie, il a quitté le pays à 12 ans. Quand il publie ce livre en 1993, il n'écrit pas depuis une position neutre. Il écrit depuis une mémoire personnelle et une rigueur intellectuelle rare. Et ce qu'il démontre est brutal. Cette guerre n'était pas seulement un conflit entre deux pays, c'était une fracture qui n'est toujours pas refermée. Pour comprendre pourquoi cette guerre a été aussi âpre, aussi longue, aussi violente, il faut revenir à ce qu'était l'Algérie avant le 1er novembre 1954. L'Algérie n'est pas une colonie comme les autres. Elle est administrée non pas par le ministère des colonies, mais par le ministère de l'Intérieur. Elle représente 3 départements français. En 1954, près d'1 million d'Européens y vivent depuis des générations. Et 9 millions d'Algériens musulmans sont des citoyens de seconde zone dans une république qui se dit égalitaire. Ils votent dans un collège séparé depuis 1947. Le principe d'un homme, une voix n'existe pas pour eux. C'est dans ce contexte que dans la nuit du 1er novembre 1954, entre minuit et 2 heures du matin, l'Algérie est réveillée par des explosions. Du Constantinois à l'Oranie, 30 attentats quasi simultanés. Une organisation inconnue revendique les opérations, le Front de Libération Nationale, le FLN. Ses fondateurs sont 6 hommes de l'intérieur, Larbi Ben Midi, Didouche Mourad, Rabah Bitat, Krim Belkacem, Mohamed Boudiaf, Mostefa Ben Boulaïd. À l'extérieur, depuis le Caire, Houssine Haït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mohamed Kider. Tous ont entre 26 et 37 ans. Tous sont passés par la clandestinité. Tous ont compris qu'attendre ne servirait à rien. Ce matin du 1er novembre, personne en France ne pense sérieusement que le pays vient d'entrer dans une nouvelle guerre. Les événements font 2 colonnes dans le monde. François Mitterrand, alors ministre de l'Intérieur, déclare « L'Algérie, c'est la France, et la France n'accepte pas que l'on remette en question l'intégrité de son territoire. » Ce que personne ne voit encore, c'est que la mécanique est lancée et qu'elle ne s'arrêtera pas. Le 20 août 1955, des milliers de paysans algériens se soulèvent dans le Constantinois. C'est le soulèvement de Philippeville. Le bilan des émeutes, 123 morts du côté européen. La répression, 12 000 victimes algériennes selon les chiffres avancés par le FLN, jamais démentis. Ce jour-là, le mythe des opérations de maintien de l'ordre s'effondre. La France entre en guerre. En mars 1956, le Parlement vote les pouvoirs spéciaux par 455 voix contre 76. Le PCF vote pour. La gauche vote pour. Des centaines de milliers de jeunes soldats traversent la Méditerranée. En 2 ans, les effectifs passent de 54 000 à 350 000 hommes. Et dans les villes, la guerre change de visage. En janvier 1957, 8 000 parachutistes pénètrent dans Alger. La bataille d'Alger commence. Dans les centres de transit et de triage installés à la périphérie de la ville, les hommes du général Massu pratiquent la torture. L'électricité, la baignoire, les coups. Paul Tedgen, secrétaire général de la police d'Alger, démissionnera en septembre 1957 en écrivant « En visitant les centres d'hébergement, j'ai reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans, je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo dans Nancy. 3024 personnes disparues, officiellement. La question de la torture va diviser la France. Les intellectuels s'engagent. Jean-Paul Sartre d'un côté, Albert Camus déchiré de l'autre. Henri Alleg publie La question en 1958. 60 000 exemplaires vendus avant la saisie. Le livre circule sous le manteau. Mais pendant que la France débat, la guerre, elle, continue. Ce que Stora montre avec une précision qui dérange, c'est que le FLN n'était pas non plus un bloc uni.
Dès 1954, une guerre interne au nationalisme algérien déchire le mouvement. Le FLN contre le MNA de Messali Hadji. En France et en Algérie, cette guerre dans la guerre fait près de 10 000 morts et 25 000 blessés dans les deux camps. Des milliers de militants formés à la vie politique moderne trouvent ainsi la mort et manqueront cruellement pour encadrer l'Algérie indépendante. Le congrès de la Soumam, en août 1956, tente d'unifier le mouvement. Tenu en Kabylie, dans une maison cantonnière proche du village d'Iqbal, il réunit 16 délégués. Aban Ramdan est l'architecte politique. Il affirme la primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur. Ce principe sera son arrêt de mort. En décembre 1957, Aban Ramdan est assassiné par d'autres dirigeants du FLN. Sa disparition ouvre la voie à la domination de l'armée des frontières cantonnée en Tunisie et au Maroc, dirigée par un colonel dont le nom va peser sur l'Algérie pour des décennies. Ouari Boumedienne. En mai 1958, la 4e République s'effondre. Le 13 mai, les partisans de l'Algérie française s'emparent du gouvernement général à Alger. L'armée couvre le putsch. Et De Gaulle revient au pouvoir sur fond de coups de force militaire en promettant à tout le monde une chose sans jamais préciser ce qu'elle signifiait. « Je vous ai compris ». Il comprendra, mais pas dans le sens que les pieds noirs espéraient. Le 16 septembre 1959, le général de Gaulle prononce le mot qui allait tout changer, l'autodétermination. Le processus est lancé. Les négociations s'ouvrent à Évian. L'OAS, organisation armée secrète, tente de tout faire sauter. Le 15 mars 1962, à Alger, un commando de l'OAS assassine 6 directeurs de centres socio-éducatifs. Parmi eux, Mouloud Feraoun, l'écrivain kabyle, ami d'Albert Camus. Il avait noté dans son journal quelques jours avant « Depuis 2 jours, je suis enfermé chez moi pour échapper aux ratonnades ». Le 19 mars 1962, le cessez-le-feu. Les accords d'Évian. La guerre s'arrête officiellement. Mais ce qui suit, Stora le raconte avec une lucidité rare, et c'est là que le livre devient vraiment indispensable. Le 1er juillet 1962, 6 millions d'Algériens répondent oui à l'indépendance. Seulement 16 500 disent non. Le résultat est prévisible, et pourtant, dans les jours qui suivent, le FLN se déchire au grand jour. La crise avait éclaté au congrès de Tripoli, du 25 au 7 juin 1962. D'un côté le GPRA, le gouvernement provisoire qui a négocié les accords d'Évian, de l'autre Ben Bella, allié à Boumedienne. L'état-major général de l'ALN dispose de 21 000 hommes en Tunisie, 15 000 au Maroc. Le GPRA tente de destituer Boumedienne, Boumedienne refuse. Il ordonne à ses troupes d'entrer en Algérie armées. Stora écrit « À la guerre contre le pouvoir colonial succédera la guerre entre fractions du FLN ». Le 5 juillet 1962, le jour même de l'indépendance, des fusillades éclatent en Oran. La foule des quartiers musulmans envahit la ville européenne. Des Européens sont tués, d'autres enlevés. L'armée française, présente dans la ville, reçoit l'ordre de rester dans ses casernements. Elle attend. Le bilan officiel donne 95 morts. Le nombre des disparus dépassera le millier selon les sources ultérieures. Ce moment n'existe dans aucune commémoration officielle, ni en France, ni en Algérie. Le 12 juillet, Ben Bella entre en Oran. 3 ans plus tard, le 19 juin 1965, Boumedienne le reverse par un putsch militaire. La victoire nationale et les luttes de pouvoir sont nées le même jour. Ce que Stora démontre avec une phrase citée du sociologue Abdelkader Djegloul résume tout. La guerre enclenche un processus de déperdition du capital d'expérience démocratique et moderne que les différentes formations politiques avaient commencé à élaborer avant 1954. Avant la guerre, le nationalisme algérien était pluriel. Il y avait Messali Hadji, Ferhat Abbas, les ulémas, les communistes, les libéraux. Des hommes qui ne s'accordaient pas, mais qui débattaient. La guerre a exigé l'unité. L'unité a exigé la discipline. La discipline a tué le pluralisme. Et quand l'indépendance arrive, il n'y a plus qu'un parti, une armée, un discours. Ce n'est pas un accident, c'est la conséquence logique d'une guerre de 7 ans. Et des deux côtés de la Méditerranée, on choisit d'oublier, mais différemment. En France, les amnisties s'enchaînent. Dès 1964, première loi d'amnistie. En 1968, tous les membres de l'OAS sont graciés. En 1982, les putschistes d'avril 1961 réintègrent l'armée française.
Stora appelle ça une mise en scène de l'amnésie. La mémoire ne disparaît pas, elle se propage de façon souterraine dans les familles, dans les silences, puis elle ressurgit brutalement dans les années 90. En Algérie, c'est le mécanisme inverse, pas l'oubli, mais la commémoration excessive. La guerre devient le fondement du pouvoir. Mais ce récit national héroïque simplifie la réalité. Il laisse de côté les divisions internes, les fractures entre wilayas, la mort d'Aban Ramdan, la guerre FLN-MNA, le massacre de Melouza. Deux sociétés, deux mensonges, deux mémoires qui ne se rencontrent pas. Lire Stora aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi les relations entre la France et l'Algérie restent bloquées sur cette guerre, pourquoi chaque tentative de réconciliation mémorielle échoue, pourquoi en Algérie, chaque crise politique se résout encore par une référence à la légitimité révolutionnaire de 1954. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une architecture politique, construite sur des fondations que personne n'a voulu regarder en face. Le bilan de cette guerre, des centaines de milliers de morts du côté algérien, près de 2 millions de soldats français mobilisés, la chute d'une république, 1 million de pieds noirs arrachés à leurs terres, des centaines de milliers de harkis abandonnés, plusieurs dizaines de milliers massacrés après l'indépendance, et 2 peuples condamnés à se porter cette histoire sans avoir jamais décidé ensemble de ce qu'ils voulaient en faire. Benjamin Stora pose une question à laquelle il ne répond pas. Peut-on construire un État solide sur une mémoire aussi fragmentée, aussi instrumentalisée, aussi douloureuse? L'Algérie cherche encore la réponse. La France aussi.